2004, history has been made. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing. I always had that dream, and to fulfill it today, it's absolutely marvelous. En 2004, au terme d'une saison historique, Arsenal est au sommet de la Première Ligue. Mais cette génération, que l'on surnommera plus tard celle des Invincibles, semble arriver au bout de ce qu'elle pouvait faire. Une FA Cup remportée en 2005 marquera le début ensuite d'une longue disette, sans trophée, pendant que d'autres clubs, des rivaux, prendront le relais. Arsenal devient alors sujet aux moqueries, comparé à une petite équipe de jeunes, un centre de formation, une équipe de Ligue 1. Tout ça, je l'ai entendu. L'adieu à Highbury en 2006 fut douloureux, après un emménagement dans un Emirates Stadium à l'ambiance feutrée, parfois très froide. Ce tournant dans l'histoire du club devint très vite un virage difficile à négocier. Une chute lente et progressive d'un club qui, malgré quelques exploits, fut conjugué de frustration et de regrets. Même l'icône principale des Invincibles ne fut épargnée, jusqu'à ce qu'il finisse lui aussi par dire stop. If I do that in Chelsea, 8 years without a piece of silverware, I leave London, I don't come back. Une période qui, dans son ensemble, fut vécue par les supporters dont je fais partie comme un véritable calvaire. Un supplice qui pourrait peut-être prendre fin cette année, mais attention, prudence. Le simple fait que les supporters canonniers ne veuillent pas célébrer la victoire trop vite en dit long sur les cicatrices du passé. On va revenir donc sur ces 15 années de galère des Gunners d'Arsenal. Saison 2005-2006, 38e et dernière journée de Première Ligue, Arsenal arbore un splendide maillot grenat, comme à ses débuts, en signe d'adieu à leur petite mais charmante enceinte de Highbury, devenue trop vétuste. Une victoire 4-2 sur Wigan marquera la fin, avant le déménagement quelques rues plus loin, à l'Emirates Stadium. Une structure ultra moderne dont les Gunners seront les uniques propriétaires, et qui devait à terme transformer le club en une immense puissance financière. Un stade qui bénéficiera d'une capacité de 60 000 places, un chiffre qui correspond à la liste d'attente d'un Highbury toujours plein à craquer. Le rêve semble idyllique, mais la facture sera très salée. Et en sachant qu'Arsenal n'est pas non plus le club le plus riche d'Angleterre, à une époque où les droits télé ne sont pas aussi élevés qu'aujourd'hui, il devra pourtant payer de sa poche une structure extrêmement coûteuse. Rester compétitif tout en surfant sur une vague d'austérité, le jeu d'équilibre sera délicat et impactera inévitablement la masse salariale et le recrutement. Et le manager des Gunners, Arsène Wenger, devra donc faire avec ce qu'on lui laissera. Mais l'Alsacien se débrouillera très bien au départ, puisqu'Arsenal réalise tout simplement la meilleure campagne de Ligue des Champions de son histoire en 2006. Les Gunners se hissent en finale au Stade de France pour y affronter le Barça de Frank Rijkaard. Sur le papier, il y a une classe d'écart. Mais les jeunes Gunners, emmenés par Thierry Henry, Robert Pires et Freddy Ljungberg, vont subir un fait de match. Dès la 18e minute, leur portier allemand Jens Lehmann est exclu pour cette faute, annihilant une occasion nette de but. Mais comment vont-ils tenir face à l'armada catalane ? Le second gardien, Manuel Almunia, entre à la place de Robert Pires, mais Arsenal ne va pas se laisser vaincre facilement. Et sur ce corner ouvert, les Londoniens, pourtant en infériorité numérique, surprennent la troupe de Ronaldinho en ouvrant le score par Sol Campbell. L'attitude des Gunners est absolument extraordinaire, mais le Barça finira par marquer 2 fois dans les dernières minutes de cette finale et s'imposera 2-1. Enfin, je me rappelle, c'était un crève-cœur de perdre de cette manière. J'étais jeune supporter d'Arsenal à l'époque et j'étais dégoûté. Dégoûté surtout par le scénario, parce que j'aurais quand même bien voulu voir le match à 11 contre 11. Mais bon, c'est comme ça. Après le départ de Vieira en Italie en 2005, qui laissera un énorme vide au milieu de terrain, en 2006, Bergkamp prend sa retraite, Pires, Campbell, Reyes et Loren s'en vont. C'est une nouvelle génération qui prend le relais. En plus du déménagement dans un nouveau stade, le bouleversement pour le club est énorme.
Et pour son inauguration en match officiel face à Aston Villa, un match nul, un partout pour commencer. Une prestation poussive qui reflètera bien le reste de la saison des Londoniens. Une équipe très inexpérimentée dans l'ensemble et un Thierry Henry qui ne jouera que très peu lors de cette saison 2007-2008 en raison de blessures à répétition. Ce sera la dernière année de Titi sous la tunique rouge et blanche avant son transfert au Barça. Pourtant son contrat courait jusqu'en 2012 et qu'on pensait que rien n'allait empêcher Thierry Henry de rester jusqu'au bout. Mais non, il est bien parti. Un départ qui a été précipité par celui du vice-président d'Arsenal, David Dein, en 2007. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui, mais David Dein, c'était vraiment Monsieur Arsenal. Présent au club depuis 1983, et notamment parmi les principaux créateurs de la Première Ligue en 92. Mais surtout, et ça c'est pas le cas de tous les dirigeants, David Dein c'était un vrai amoureux du football. Il a notamment poussé pour que Wenger vienne à Arsenal en 96, pour les résultats exceptionnels qu'on connaît. Et son départ en interne a été vécu comme un vrai choc. Les piliers du grand Arsenal du passé sont partis, mais Arsène, lui, reste. Cette fois, le club du quartier d'Islington entre dans le dur. Rester au top tout en se serrant la ceinture, telle sera la lourde tâche de Wenger. Certes, le défi n'est pas très sexy, mais l'Alsacien est bien trop loyal pour laisser tomber un club qui lui a tant donné. Si bien qu'il fera des miracles avec une équipe de jeunes. Sagna, Clichy, Djourou, Eboué, Gibbs, Denilson, Eduardo, Flamini, Ramsey, Diaby, Nasri, Alex Song, Adebayor, Walcott, Wilshere, Van Persie et le capitaine de seulement 23 ans, Cesc Fabregas. Tous sont des gamins prometteurs et ne feront que progresser sous Wenger au sein d'un championnat devenu surpuissant. Ces jeunes canonniers impressionnent tous et surtout, les fans d'Arsenal comme moi, ils s'y retrouvent. L'équipe joue bien, développe de merveilleuses séquences de jeu, parvient toujours à bien se placer en Première Ligue et surtout à se qualifier chaque année pour la Ligue des Champions. Depuis 1998, ils n'ont jamais manqué une campagne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et ça c'est incroyable. Et mieux, Arsenal n'est pas en Champions League pour y faire de la figuration. Il passe constamment le premier tour en infligeant quelques petites corrections à des habitués de l'Europe. Wenger remplit sa mission avec brio en tirant le meilleur de ses jeunes pépites. Et sur le plan comptable, l'argent rentre et le club du Canon se maintient parmi les cadors de Première Ligue. Alors ça paraît bien beau tout ça, mais parmi les cadors de Première Ligue, Arsenal est vraiment en queue de peloton. Man United, Chelsea et maintenant Manchester City ont vu leur budget augmenter de manière considérable, et leur enveloppe de recrutement aussi. Ils se partagent donc à eux trois les titres, pendant qu'Arsenal, autrefois habitué aux trophées, en est cette fois privé. Le temps passe, les concurrents directs se renforcent, gagnent toujours plus de trophées et se constituent donc un ADN des grands soirs en acquérant cette expérience du haut niveau qui va les rendre de plus en plus difficiles à bouger, quasiment indéboulonnables, et pendant ce temps-là, Arsenal est spectateur et passe à côté de ses opportunités. On s'en rend pas compte au départ, mais nos espoirs pour Arsenal se transforment petit à petit en illusions. En 2008, le club du Canon était leader de Première Ligue jusqu'au fameux mois de mars où tout finira par s'écrouler. Mais avec pourtant 83 points, Arsenal ne termine que 3e et c'est vraiment pas cher payé. Cette même année, Arsenal réussira même à sortir le grand Milan d'Ancelotti en 8e de finale après un succès 2-0 à San Siro. Preuve que cette équipe, malgré le manque de 2 ou 3 joueurs d'expérience, est capable de renverser des montagnes. Et c'est en cela qu'on se dit que Wenger, quand même, c'est juste un génie. On a aussi vibré avec le russe Andrei Arshavin. Et on a surtout cru qu'il allait se passer quelque chose lors de cette fameuse saison 2010-2011 où Samir Nasri est devenu totalement flamboyant. Certainement dégoûté de ne pas avoir été sélectionné en Coupe du Monde, le petit prince de Marseille enchaîne les masterclass. Il sera d'ailleurs nommé joueur français de l'année 2010, un titre amplement mérité au vu de ses prestations incroyables. Et j'ai aussi envie de mentionner le nom de ce joueur, je sais que certains se sont beaucoup moqués de lui au départ, mais honnêtement c'était injuste, car le Marocain Marouane Chamakh, lors de ses 6 premiers mois à Arsenal, a totalement fait le job, le temps que le Hollandais volant, Robin van Persie effectue son retour de blessure, un retour phénoménal. Une grande période qui coïncide d'ailleurs avec mon arrivée à Londres. C'est la première fois que j'allais voir des matchs à l'Emirates.
Voilà, ça c'est moi sur la photo en 2011. J'avais déjà un style très décoiffé, mais je me souviens surtout qu'il faisait -1 ce jour-là. Arsenal recevait Wigan, victoire 3-0 d'Arsenal, triplé de Monsieur Van Persie. Il a même raté un penalty, donc ça aurait pu faire un quadruplé. Ah, qu'est-ce qu'il est nul. On se dit alors qu'Arsenal tient son génie, qui pourrait lui faire gagner des titres. Mais une confrontation en 8ème de finale de Ligue des Champions 2011 face au grand Barça de Guardiola fait alors trembler tous les fans des Gunners. Car la saison précédente, avec une montagne de blessés, Arsenal s'est fait atomiser 4-1 au Camp Nou, avec un quadruplé de Messi qui se verra attribuer la note de 10 dans le journal L'Équipe. On l'a pas évoqué ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, Arsenal était toujours embêté par les blessures, l'infirmerie était tout le temps pleine, c'était insupportable. Et bien en 2011, au match aller à l'Emirates face au Barça, pour une fois, les protégés d'Arsène Wenger étaient au complet. Évidemment qu'on ne mettrait pas un seul joueur gunner titulaire dans cette folle équipe du Barça, mais la conjugaison de deux footballs radicalement portés vers l'avant va valoir le détour. En tout cas, Arsenal n'a rien à perdre dans ce match, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dès le départ, ils se sont pas pris pour un autre club. Ils ont joué leur football. Regas qui fixe ce ballon vers Van Persie. Face à Valder. Le coup de tête d'Abidal, le sauveur. Mais rapidement, David Villa ouvre la marque. Les Catalans foncent vers une petite victoire à l'Emirates jusqu'à l'heure de jeu où Guardiola modifie son système. Sortie de Villa, remplacé par Seydou Keita, un milieu de terrain supplémentaire, ce qui fait que Wenger tente un coup tactique en faisant entrer deux options offensives, Niklas Bentner et André Arshavin. Et soudain, les canonniers trouvent plus d'espace. Van Persie fort. Van Persie, égalisation. Égalisation de Robin Van Persie. Et ces 5 minutes de jeu vont devenir totalement folles. Ça va une cadence phénoménale, il n'y a pas de hors-jeu. Samir Nasri tout seul. Ça renforce et bien faire, Chabi. Chabi. Quel contre. Quel exploit combiné de Nasri et d'Arshabi. C'est ça qui m'a plu dans cet exploit. Arsenal a joué son football. C'était nos Gunners, c'était nous. Et ce genre de succès, on le savoure comme du petit beurre parce qu'on sait pertinemment qu'au match retour, on va se faire taper. Cette fois, au Camp Nou, pas le choix. Wenger doit mettre en place un système défensif très bien structuré, car la réussite du match aller pourrait être rapidement domptée par ces Catalans monstrueux. Tout au long de la première période, les Gunners défendent et tiennent. Enfin, jusqu'à ce coup de génie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est terrible ce sentiment où vous avez l'impression d'avoir tout bien fait, mais il y a ce magicien de Messi qui vous sort un truc venu de nulle part. Ça s'appelle le génie et voilà, c'est pour ça qu'ils sont injouables. Mais en seconde période, Arsenal réussit à marquer sans cadrer une seule fois, un partout, c'est un miracle. On croit alors en l'exploit impossible. Mais l'arbitre suisse, M. Boussaka, ne l'entendra pas de cette oreille, croyant que Van Persie se moquait de son coup de sifflet alors qu'il ne l'avait tout simplement pas entendu à cause du bruit dans le stade. Arsenal finira la rencontre à 10. Résultat, le Barça déroule et s'impose 3-1. Même Guardiola en conférence de presse a avoué que son équipe avait fait une prestation extraordinaire en réussissant à marquer 3 buts dans ce match, tant les Gunners ont été vaillants. Et on connaît la suite, le Barça remportera la Ligue des Champions en écrasant presque tout le monde, mais on sentait que contre Arsenal à ce moment-là, ça a été très dur pour eux, j'étais fier. Et on pouvait légitimement penser que la saison pouvait bien se terminer avec peut-être un trophée. Enfin. En finale de League Cup face à Birmingham qui sera relégué en fin de saison, l'opportunité semble parfaite. Un partout, c'est très compliqué et en fin de match, le Nigérian Obafemi Martins viendra gâcher la fête. Quelle erreur! Nouvelle désillusion et une saison qui ressemble finalement aux autres
Comme d'habitude au mois de février-mars, les Gunners perdent tous les trophées, et comme d'habitude lorsqu'il n'y a plus rien à jouer, les Gunners finissent bien la saison et terminent encore 4e. Comme d'habitude, les saisons se suivent et se ressemblent. En gros, la saison des Gunners, c'est toujours pareil. De août à décembre, c'est l'espoir, on se dit pourquoi pas. Janvier-février, un peu dans le dur. Février-mars, on perd tous les trophées. Avril, c'est quasiment la crise. Et le mois de mai, on finit très bien et on se dit que de regrets. Mais ce qui m'échappe, c'est que pendant toutes ces années, on nous a parlé d'austérité budgétaire côté Arsenal alors qu'ils avaient une balance commerciale positive. C'était un des rares d'Europe, avec le Bayern Munich, il me semble, qui publiait des résultats positifs et à l'époque, il n'y avait pas un fair play financier aussi strict qu'aujourd'hui. Donc la question qu'on avait envie de poser au board d'Arsenal, c'était mais qu'est-ce que vous foutez? Ça vous fait rire de nous voir pleurer? Le but c'est quoi en fait? C'est de faire plaisir à la comptable, c'est ça? Bah dans ce cas-là on n'est pas un club de foot, on est une banque, on est une firme cotée en bourse. Eh ben non les gars, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a un moment donné où la patience des supporters, elle a ses limites. Et les joueurs ne sont pas dupes. Ils ont parfaitement compris eux aussi qu'ils étaient en train de se faire avoir. Le processus s'essouffle et les jeunes talents qui venaient jadis pour progresser ne veulent désormais plus venir à Arsenal. Parce qu'ils savent pertinemment que le projet qu'on leur vendra sera moins excitant qu'à United, City ou Chelsea. Et comme d'habitude, les meilleurs joueurs partent en été et viennent parfois renforcer la concurrence directe. Comme chaque année, le voyage à Old Trafford face au United de Sir Alex se transforme en humiliation, comme en août 2011. Score final 8-2. Youhou! L'arrivée des nouveaux propriétaires, la famille Kroenke, n'a strictement rien changé. L'équipe des Giroud et Mikel Arteta maintient le club en Ligue des Champions, mais on ne sait par quel miracle. Wenger parvient toujours à les motiver parce qu'ils se qualifient chaque année encore pour la Ligue des Champions. Mais pour combien de temps? Et tout ça pourquoi? Pour se faire éliminer en 8e de finale? Quel est le projet? Honnêtement, c'est ça. Quel est le projet? You know, he is a specialist in failure because 8 years without a piece of silverware, that's failure. If I do that in Chelsea, 8 years, I leave London, I don't come back. Et au milieu de la tempête, une éclaircie. En hiver 2012, pour garder le rythme durant l'intersaison en MLS, le championnat américain de soccer, la légende Thierry Henry effectue un retour express d'environ 2 mois à Arsenal, chez lui. Dans un match absolument inintéressant contre Leeds, le roi entre en jeu et est accueilli comme il se doit dans un Emirates Stadium trépidant de nostalgie. Imaginez s'il marque, mieux, imaginez s'il marque un but typiquement à la Henry. Oh, through for Thierry Henry, what a moment! It had to be Thierry Henry! The script was written, and boy, he read it! Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal inscrit un peu plus son nom dans la légende. Après une courte mais inoubliable parenthèse hivernale, Titi repart aux États-Unis et pendant ce temps, Arsenal va enfin attirer des joueurs dignes de ce nom en faisant venir Mesut Özil du Real Madrid et Alexis Sanchez du Barça. C'est mieux, beaucoup mieux, et même si en championnat c'est toujours compliqué, l'armoire à trophées qui commençait à prendre la poussière va enfin s'agrandir après 9 ans d'attente. En 2014, la finale de la Cup à Wembley contre Hull City semble être une aubaine. Mais après 10 minutes de jeu, avec la réduction du score de Cazorla et une énorme débauche d'énergie en seconde période, Arsenal arrache la prolongation. Enfin, l'Argenterie est de retour du côté du nord-est de Londres, une coupe fièrement soulevée par le capitaine Mikel Arteta, l'un des symboles de ce renouveau. Et rebelote, l'année suivante en 2015, les Gunners s'écrasent Aston Villa 4-0 en finale et conservent leur titre. Pas de trophée en 2016 mais un retour en finale de FA Cup en 2017 face à Chelsea et un nouveau succès 2-1 dans sa compétition fétiche.
Mais coup de théâtre en championnat, avec le grand retour de Liverpool sous Klopp et la montée en puissance de Tottenham, les Gunners se terminent pour la première fois depuis 20 ans au-delà des places qualificatives de la Ligue des Champions. Et pendant 7 ans, entre 2017 et 2023, Arsenal ne retournera plus dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors vous me direz, oui c'est de la mauvaise gestion, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné c'est assumé quoi. Parce que quand on voit la vitesse de progression des concurrents, quelque part c'est normal qu'on finisse comme ça. Et cette fois, il n'y a plus d'excuses, hein. Il y a des droits télé qui ont explosé, on a toute la manne financière qu'il faut pour dépenser sur le marché des transferts, mais qui y recrute ? Alexandre Lacazette pour plus de 60 millions d'euros, et Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros, et les résultats qu'on connaît, c'est une catastrophe. Et le fait qu'Arsenal évolue désormais en Ligue Europa témoigne de la régression du club. Et celui qui en paye le prix, alors qu'il a fait tout ce qu'il a pu pendant toutes ces années, c'est Arsène Wenger, de plus en plus contesté à la tête du club. Arsenal, thanks for the memories, but it's time to say goodbye. I don't comment on that. It must be hurtful though, Arsene, everything that you've done to see your own fans holding a banner up like that. I don't comment on that. Do I need to say it again? Cela fait de la peine de savoir que le jour de son 1000e match sur le banc des Gunners, son équipe a encaissé un sérieux 6-0 sur le terrain de Chelsea. Et après 22 ans à la tête des Gunners, le temps des adieux est venu. Son remplaçant, Unai Emery, commencera très bien la saison 2018-2019 avant que le passé ne le rattrape. Et oui, la situation du club ne change pas et Arsenal sombre peu à peu dans le marasme. Xhaka's reaction there, not good. Not good at all as he's first. Après 1 an et demi, Emery est limogé et c'est un ancien de la maison, Mikel Arteta, qui devient le nouvel homme fort des Gunners. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, l'élève de la Masia est toujours resté très attaché au club. Il faut savoir que lorsqu'il était joueur, Arteta est arrivé à Arsenal en provenance d'Everton, si je ne me trompe pas, et il a baissé son salaire pour venir à Arsenal. Ça c'est un truc qui est fou, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un discours ou quelques mots d'Arsène Wenger qui l'ont motivé, mais Arteta a toujours été fan d'Arsenal. Mais surtout, c'est qu'au départ, c'était très compliqué pour lui, et il a voulu réinstaurer des principes de base qu'il connaissait déjà très bien. En 2020, dans un Wembley Stadium vide pour cause de Covid, Arteta remporte son premier trophée en tant qu'entraîneur principal et Arsenal devient le club anglais le plus récompensé dans la plus vieille des compétitions de football, la FA Cup. Le renouveau semble lent, très lent, mais le progrès est là. Avec un recrutement plus intelligent, une académie qui produit de très bons talents comme autrefois, est-ce le retour de l'espoir ? Oui, en 2023, l'espoir est bel et bien revenu du côté de l'Emirates. Il faut savoir faire table rase du passé. Les invincibles, c'est fini, c'était il y a bien longtemps. Maintenant, il faut tourner la page et explorer de nouveaux horizons pour retrouver la route du succès. Oui, les choses ont bougé, la ligne de mire semble enfin corrigée, plus de regrets, plus de frustration, plus de vérité déguisée. Et incroyable, l'Emirates n'est plus une bibliothèque. Tout ça, c'est terminé. En 2023, Arsenal termine dauphin de Première Ligue, son plus haut classement depuis 7 ans, et surtout 84 points, soit son meilleur total depuis très longtemps. Un total qui sera immédiatement battu la saison suivante en 2023-2024, et ce en jouant le titre jusqu'à la dernière journée face à Manchester City.
Mais pas besoin de chiffres pour constater qu'Arsenal est bel et bien de retour au premier plan, car même si la déception, autant que la régression fut grande en 2024-2025, la Première Ligue semble plus faible que jamais, et les espoirs sont bel et bien là. Parce que du côté de Tottenham, entre le départ de Son et Kane, la grosse baisse de régime de Manchester City sous Guardiola, la politique de jeunes de Chelsea qui est quand même assez difficile à lire, et Manchester United qui est encore plus bas que les catacombes, bon, y a quand même une route bien dégagée pour les Gunners, mais attention, les innombrables leçons du passé nous poussent à la prudence, mais comme tout supporter qui se respecte, voilà, je suis comme vous, j'observe, j'attends et j'espère. Je me range également du côté de ceux qui mettraient un ultimatum à Arteta. Bon, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là, il n'a pas encore gagné la Première Ligue. Pour certaines équipes, ça prend du temps, bon, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'avec Arsenal, j'ai l'impression qu'on accepte trop facilement cette situation. Il n'y a pas vraiment cette culture de la gagne que tu peux avoir à Chelsea, à Liverpool, à Manchester City. Et ça, malheureusement, c'est entré depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'ADN du club. Parfois, ce sont des petits détails ici et là. C'est pour ça que je pense que si le club veut conserver Arteta, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut placer un ultimatum. Sinon, il risque de se laisser, entre guillemets, un peu pourrir, et malheureusement de finir un peu comme Wenger, alors qu'à la base, ça commençait bien. Mikel, tu es un bon gardien, une défense de fer comme jamais, beaucoup de milieu de terrain, un avant-centre, enfin, des joueurs d'expérience et de caractère, en plus d'un spécialiste des coups de pied arrêtés. Franchement, bravo si tu réussis, c'est tout ce que je te souhaite bien sûr. Mais si tu échoues, je pense que comme tous les entraîneurs, tu ne dois pas être au-dessus du club. En attendant, moi et tous les fans d'Arsenal sommes à fond derrière toi et ton équipe, plus que jamais. Come on you Gunners!